internationale des machines d'emballage, process, marquage et contrôle, pour une conférence donc, qui est consacrée aux enjeux de la sérialisation. Alors je me présente, je suis Rachel Lemoine, rédactrice en chef du magazine Dose, qui est un trimestriel consacré aux problématiques d'emballage et de process de conditionnement des produits pharmaceutiques. Et donc autour de moi, il y aura différents représentants des entreprises qui sont adhérentes au CCIMEP et qui sont des acteurs qui interviennent dans différentes solutions possibles pour la mise en œuvre de la sérialisation. Donc nous aurons M. Bernard Jacob de Mettler Toledo. Alors, nous aurons tout d'abord Mme Agnès Babois qui remplace M. Patrick Oscar du CIP et qui nous fera un petit point sur la réglementation internationale au niveau de la mise en œuvre de la sérialisation. Ensuite, nous aurons Eric Penn, directeur général d'Atlantic Sizer. Nous aurons Alain Huot de OCS, M. Frédéric Bussy de Weber Marking System, Bernard Jacob de Mettler Toledo et Bart Van Steenkist de Domino. Et M. Philippe Coppel de Civision. Alors, la sérialisation. Alors effectivement, quand on s'intéresse un peu à l'industrie pharmaceutique, je dirais que c'est un sujet que nous avons déjà pas mal, qui a fait déjà couler pas mal d'encre, qui a déjà été l'objet de nombreuses conférences, voire de journées d'information. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sérialisation aujourd'hui? Il y a eu un contexte réglementaire qui s'est un petit peu éclairé depuis le 9 février 2016, puisque la publication du règlement délégué a été publiée au journal officiel de l'Union européenne. Donc le compte à rebours s'est mis en marche, s'est déclenché, puisque à compter du 9 février 2019, les industriels de la pharmacie en Europe devront avoir équipé leur ligne de production pour la mise en œuvre de la sérialisation. C'est une obligation qui vient un petit peu bousculer ce secteur, puisque cela va les amener à modifier quelque peu leur système de gestion de production. Alors, rappelons bien évidemment rappelons brièvement les objectifs de la sérialisation. Il faut identifier chaque boîte de médicaments par un numéro de série unique et aléatoire, et les gouvernements espérant par cela lutter contre les marchés parallèles et la contrefaçon. En bref, la sérialisation facilite le suivi du médicament et améliore sa supply chain et fiabilise les flux des produits. Alors, depuis la publication des actes délégués, il y a certains points qui ont pu être quelque peu précisés par rapport à un règlement européen qui était assez, je dirais, assez flou. Alors, parmi ces orientations, le règlement délégué précise que la nouvelle directive s'appliquera notamment aux médicaments soumis à prescription dont l'emballage est doté de dispositifs de sécurité, aux médicaments non soumis à prescription figurant sur une liste établie en annexe au règlement, et aux médicaments auxquels les États membres ont étendu le champ d'application d'identifiant unique ou du dispositif anti-effraction. Alors, les fabricants ont par ailleurs l'obligation de s'équiper d'un système de relecture du numéro de série, donc de ce numéro unique. Bon, il s'avère que malgré ces précisions, le sujet reste extrêmement complexe et que finalement, pour le rendre encore un petit peu plus compliqué, il y a au niveau mondial actuellement 40 réglementations qui sont en cours de rédaction et qui elles-mêmes vont disposer de systèmes de sérialisation dans quasiment un grand nombre de pays dans le monde. Alors, pour éclairer ce point plus spécifique de la mise en œuvre de la sérialisation au niveau mondial, je vais laisser la parole à Mme Agnès Babois, donc du CIP, qui va nous faire un petit balayage international de la mise en œuvre de cette sérialisation.
bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Patrick Oscar, le délégué général qui s'excuse de ne pas être auprès de vous. Je suis Agnès Barbois, directeur de projet au CIP. Donc tout d'abord, on va vous expliquer qu'est-ce que CIP et après on va directement entamer la partie réalisation au niveau européen et particulièrement en France. Excusez-moi, je prends une technique. En fait, j'ai cliqué là parce que ça avançait. Vous m'entendez là? Alors, donc, le CIP est une association à but non lucratif en France qui regroupe l'ensemble des acteurs concernés par la sérialisation, c'est-à-dire les acteurs qui sont les laboratoires pharmaceutiques, les dépositaires, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens tant en ville qu'à l'hôpital. Le CIP a créé et gère des bases de données sur le médicament en France depuis plus de 50 ans. Il maîtrise le partage sous contrainte d'informations confidentielles, puisque le sujet de la sérialisation en est un notamment. Et le CIP est à l'origine de la codification des produits, donc des médicaments, avec le code CIP que vous connaissez certainement, mais aussi le code UCD pour l'hôpital. Et nous sommes également à l'origine du choix du data matrix pour la traçabilité au lot, avec la date de péremption, traçabilité qui est déjà effective en France. Donc le CIP gère des projets avec des instances privées et des instances publiques, comme le ministère des Affaires sociales et de la Santé, l'ANSM, l'assurance maladie. Et le CIP émet des recommandations issues de ces groupes de projets. C'est-à-dire que nous sommes une toute petite équipe de permanents, nous travaillons avec tous nos adhérents et avec des experts dans chacun des domaines. Et en fonction de ces recommandations émises par les groupes de projet, nous diffusons ces informations. Et nous créons également des services, notamment dans la dématérialisation des échanges. Donc, j'avais prévu une présentation sur la contrefaçon, mais je pense que c'est un sujet qui n'aura pas le temps d'être abordé. Vous l'aurez dans la présentation, qui pourra être accessible à ceux qui demanderont la présentation à Madame Philippard. Donc, je passe rapidement sur ces slides. Je vous montrer l'importance de la contrefaçon dans le monde. En France, on est concerné par la sérialisation uniquement sur l'aspect Internet, donc des commandes de médicaments par Internet. Dans la chaîne de distribution pharmaceutique sur le médicament, il n'y a pas eu, à notre connaissance, de produits contrefaits jusqu'à présent. Donc, comme le disait en introduction notre animatrice, la directive européenne de 2011 prévoit donc un paragraphe sur la lutte contre les médicaments falsifiés, qui a été complété par un règlement délégué avec 45 considérants et 50 articles. Alors, le point majeur, c'est que c'est une application directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transposition dans chacun des pays. Le règlement délégué s'applique dès maintenant, et donc au 1er janvier 2019, l'obligation existe d'ores et déjà. Donc, le périmètre en Europe a déjà été évoqué, médicaments sur prescription avec certaines exceptions hors prescription. En France, l'État a déjà publié un décret le 31 décembre 2012 qui ajoute les médicaments remboursables. Donc les médicaments sur prescription, c'est-à-dire qu'ils ont un cadre sur leur positionnement, et en plus les médicaments remboursables. Toutefois, vu la complexité de la mise en œuvre au niveau des pharmacies,
la DGS, la Direction Générale de la Santé, envisage une évolution du périmètre. Donc le contexte réglementaire et les principales dispositions du règlement délégué, donc sécurisation des emballages par mise en place d'un dispositif anti-effraction et imposition d'un identifiant unique, un numéro de série, sur chacun des conditionnements. Le règlement délégué précise des caractéristiques, on va y revenir rapidement, et l'identifiant doit être présent sur l'emballage, le conditionnement secondaire, et dans le data matrix. Et en parallèle, création d'un système de répertoire qui contiendra les numéros de série, lequel système de répertoire est composé d'une base de données européenne, qu'on appelle le hub, auquel sera relié dans chaque pays un répertoire national. Le règlement fixe les fonctionnalités. Ces systèmes doivent être situés physiquement dans l'Union européenne. Ils doivent mettre en place des interfaces pour permettre aux distributeurs et à ceux qui délivrent les médicaments d'interagir avec le système, et également des interfaces graphiques d'interrogation, en complément des interfaces par API. Donc, il y a donc création par les fabricants et titulaires d'AML d'entités légales pour mettre en place le système de répertoire. Ces entités légales doivent être des organismes à but non lucratif, tant au niveau européen qu'au niveau national. C'est donc les fabricants et les titulaires qui doivent mettre en place cet organisme, mais les distributeurs, grossistes et dépositaires en France, et les pharmaciens peuvent y participer sans frais supplémentaires. Et il n'y a pas d'obligation d'appartenir à cette organisation pour pouvoir utiliser le système, qui lui est obligatoire, à partir du 9 février 2019. Donc la vérification, la lecture et la désactivation des numéros de série doivent se faire en temps réel, à différentes étapes et par différents partenaires. C'est obligatoire au moment de la dispensation en pharmacie de ville. C'est obligatoire à l'entrée dans la pharmacie à usage intérieur des établissements de santé. Et ce n'est obligatoire pour les distributeurs, c'est-à-dire les dépositaires et les grossistes, qu'en cas de retour. Donc ce n'est pas un système de track and trace. Chaque partenaire ne trace pas tous les numéros de série. C'est enregistré dans le système d'information par les fabricants et ensuite lu à certaines étapes et lu systématiquement par les pharmaciens. Et donc il y a interdiction de distribuer ou délivrer un médicament dont l'identifiant unique a été désactivé dans le système, sauf quelques exceptions. Et bien sûr, il y a l'instruction des alertes, c'est-à-dire que s'il y a une boîte qui bip, il y a un système qui va être mis en place pour voir ce que l'on fait de cette boîte qui a posé le problème. Donc le fabricant, il appose le dispositif anti-effraction et numéro de série avant la libération du lot. Il charge les données dans le système de répertoire. Donc il y a toute une partie, en complément de la chaîne de production, une partie système d'information qui est assez importante. Il met en place et finance les organismes qui vont gérer ces systèmes de répertoire et la gouvernance. Et il participe aux instructions des alertes. Bien évidemment, s'il y a un produit flash rouge à la lecture, il y aura un retour vers le fabricant et des enquêtes. Les distributeurs, grossistes et dépositaires, ils procèdent à la vérification en cas de retour. Ils adaptent leurs outils informatiques pour pouvoir effectuer ces vérifications. Et les États membres peuvent chacun donner des rôles complémentaires. Ça, c'est en cours de discussion à l'heure actuelle en France. Bien sûr, ils participent à l'instruction des alertes, ça c'est le cas. Quant à l'organisme national à but non lucratif, il met en place et opère et gère le système de répertoire. Il contrôle les alertes, s'assure de la mise en œuvre d'enquêtes, contrôle le répertoire et établit des rapports, notamment vers les autorités. Il vérifie que le règlement intérieur est bien respecté et il n'est pas propriétaire des données. Chaque acteur reste propriétaire des données qu'il génère. Quant aux autorités, elles contrôlent le respect du règlement délégué. Elles ont droit d'intégrer le conseil d'administration de l'organisme à but non lucratif.
C'est ce que la DGS, la Direction Générale de la Santé en France, a décidé de faire. Et donc, je reviens dessus après. Les autorités ont droit d'accès au système de répertoire pour superviser son fonctionnement, enquêter en cas de falsification, mais éventuellement en cas d'utilisation de ce numéro de série pour le remboursement, en cas de pharmacovigilance ou de pharmacoépidémiologie. Et les autorités sont responsables bien sûr de l'inspection de ces systèmes. Donc, en France, la désignation de l'organisme à but non lucratif a été faite. Au niveau européen, ça avait déjà été fait avant la publication du règlement délégué. Donc l'organisme s'appelle European Medicine Verification Organization, le MVO. En France, donc, les industriels, via leurs représentants, le GEM, le LEM et le NEMI, ont confié cette mission au CIP. Donc le CIP devient le NMVO en France, National Medicine Verification Organization. Ce choix a été soutenu par les organisations représentatives des grossistes, dépositaires et des pharmaciens, et il a reçu l'assentiment de la Direction Générale de la Santé. Donc tous les partenaires qui sont cités là siègent maintenant au conseil d'administration du CIP pour mettre en place sa réalisation en France. Le schéma de fonctionnement, donc un rappel rapide, les fabricants apposent le data matrix et le numéro de série sur le conditionnement, ainsi que le système qui permet de vérifier que la boîte n'a pas été ouverte. Les numéros de série doivent être déversés dans une base de données européenne, laquelle base de données peut être interrogée en cas de retour par les distributeurs, grossistes, répartiteurs et dépositaires, mais surtout ce data matrix est lu et la vérification de la non-ouverture de la boîte. Ce système est fait systématiquement pour chaque boîte en pharmacie. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi de gros investissements dans cette partie de la chaîne. Donc, schématiquement, le hub européen reçoit des fabricants les numéros de série. Ces numéros de série déclarés pays par pays vont ensuite dans les bases de données nationales. Et ensuite, les pharmaciens et les partenaires interrogent les numéros nationaux, les systèmes nationaux. Si le numéro n'est pas dans le système national, il y a des échanges avec le hub européen pour voir si ces numéros de série ne se seraient pas retrouvés dans d'autres pays. Donc l'importance des échanges et la rapidité des échanges entre les différents partenaires est quelque chose de fondamental puisque c'est à la délivrance que le pharmacien fait ce contrôle. Donc les impacts, c'est la création de groupes de travail au sein du CIP. Donc nous avons bien sûr, sur le conditionnement, il y aura en plus du CIP 13 la date de péremption, le numéro de lot et le numéro de série, en complément de ce qui existe déjà en France. Il y aura également, donc, c'est dans la data matrix CC200, donc ça en fait la France a déjà une longueur d'avance par rapport aux autres pays, puisque c'est la même technologie, le même data matrix. Il suffit simplement, entre guillemets, d'ajouter un numéro de série au sein du data matrix par l'identifiant de données 21 en complément des autres AI qui existent déjà. Toutes ces informations et la description des caractéristiques du data matrix sont déjà présents dans les recommandations des groupes de travail du CIP qui ont fait l'objet de cahiers que vous trouvez sur notre site internet www.cipclub.org, le cahier numéro 1, le cahier numéro 2, questions-réponses et le cahier numéro 8. On parle déjà des numéros de série à l'époque, donc vous pouvez trouver des informations sur ce numéro de série et la gestion. Par contre, je voulais vous faire un peu un retour d'expérience sur déjà la mise en œuvre du data matrix tel qu'il est actuellement en France. On a eu des cas de problèmes d'encodage parce que le CIP 13 était erroné. Donc le code produit qui était marqué dans le data matrix n'était pas celui du produit. Dans ce cas, il y a rappel de lot systématique. Tout le lot est rappelé. La date de péremption, si elle n'est pas au format attendu, c'est-à-dire AA, année, mois, jour, il y a un problème de lecture et le produit peut être à tort considéré comme périmé. Donc là, j'attire vraiment votre attention parce qu'on a toujours des cas dans ce sens-là.
Après, si les AI, les identifiants de données utilisés sont erronés, le marquage est inexploitable puisqu'on ne sait pas où commence et où se termine une donnée. Pour rappel, on doit, en début de données, indiquer que c'est une syntaxe GS528. Donc il y a un caractère spécifique, qui est le FNC1, qui indique, et s'il n'est pas présent, on ne peut pas lire les données qui suivent. De la même façon, il faut qu'on ait un caractère de fin de lot. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'existant, puisque si le lot était le dernier dans le data matrix, dans la chaîne, il n'y avait pas besoin de ce caractère de fin. Mais comme maintenant vous allez avoir un numéro de série en plus, il faut mettre ce caractère de fin avant de mettre le numéro de série. Sinon, l'ensemble des données vont être considérées comme le lot et on considérera qu'il n'y a pas de numéro de série. Voilà, donc rapidement, vous trouverez toutes ces informations dans la présentation. Donc le CIP va mettre en œuvre des groupes de travail. Il va y avoir un certain nombre de groupes transverses sur le management du changement, sur la qualité, les groupes de travail techniques et sur la communication. Ces groupes de travail seront composés d'adhérents du CIP et d'experts dans chacun des domaines. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez des expertises, à prendre contact avec nous pour nous proposer votre expertise dans un domaine particulier, surtout si elle fait l'objet encore de réflexion sur la mise en œuvre. Et collège par collège, c'est-à-dire industriels, grossistes répartiteurs, dépositaires, pharmaciens, tant en ville qu'à l'hôpital, nous serons amenés à traiter de thèmes qui nous seront remontés par nos adhérents via leurs syndicats représentatifs. Donc nous vous engageons à contacter vos syndicats représentatifs lorsqu'il y a des problématiques que vous trouvez générales, de manière à ce que ces points soient remontés ici au CIP. Et à ce moment-là, on fera des groupes de travail spécifiques, thème par thème, avec un objectif précis, la remise d'une recommandation à la fin des travaux, qui doivent être rapides, parce que nous n'aurons pas énormément de temps. Il faudra ensuite l'implémentation. Donc les phases clés de la mise en œuvre, c'est donc la création des groupes, la recommandation de procédure, qu'on a marqué en rouge. En parallèle, sachez que le choix de la solution technique au niveau de la base de données nationale est en cours, pratiquement finalisé. Le protocole d'accord avec ce prestataire devra être signé entre maintenant et 2017. Et il y aura en 2018 un pilote qui sera mis en place. Pilote pour le côté industriel, pour chacun des partenaires. Et la phase opérationnelle est prévue pour donc, le 9 février 2019. Entre-temps, il y aura certainement, comme je vous l'ai dit, l'apparition au journal officiel français d'un décret de la Direction générale de la santé. Voilà. Je vais laisser la parole. Eh bien, merci beaucoup Agnès Valois. Donc, comme vous le rappeliez, depuis janvier 2011, les industriels français de la pharmacie ont apposé un code CIP 13 sous forme de data matrix sur l'ensemble des boîtes de médicaments remboursés, afin d'en assurer une meilleure traçabilité. Cette première étape se poursuit donc aujourd'hui avec la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation européenne sur les médicaments falsifiés, qui impose donc l'impression d'un numéro unique sur chacune des boîtes, appelée la sérialisation. Alors, qu'est-ce que cela implique par rapport donc à tous les investissements que l'industrie pharmaceutique a déjà été amenée à faire à l'occasion de la mise en place de ce code Data Matrix? Et donc, pour y répondre, je vais laisser la parole à Eric Penn d'Atlantic Sizer, qui va donc nous expliquer un petit peu quels sont le changement d'investissement ou pas, quelles sont un peu les modifications à apporter pour ce passage du simple Data Matrix CIP 13 à cette sérialisation comportant un numéro unique. Bonjour. Donc la différence en fait, c'est que la mise en place de la sérialisation va obliger tous les acteurs pharmaceutiques, laboratoires pharmaceutiques ou façonniers d'intégrer une solution de sérialisation dans leur système. Ça va entraîner des investissements à faire sur les lignes de conditionnement elles-mêmes, puisque
Souvent pour le CIP13, les solutions mises en place étaient assez simples en termes d'informatique. Et maintenant, il faudra coder chaque conditionnement secondaire avec un numéro unique, le vérifier en temps réel, et être capable de reporter ces informations dans une base de données performante. Et donc, on ne parle plus d'un lot, mais on parle d'un numéro unique pour chaque étui. Donc, ça génère de grandes quantités de données à gérer. Et donc, cela implique en fait souvent de changer éventuellement le système de marquage, puisque les marquages, par exemple, CIP13 gérait des stocks tampons pour un lot, en fait, pour X étui avec un numéro de lot, alors que là, on va avoir des quantités de numéros très importants à délivrer sur la ligne en temps réel. Il faudra aussi éventuellement investir sur des systèmes de relecture et de vérification pour pouvoir donc relire chaque code unique et rapporter donc ces informations au système d'information. Aussi sur la ligne, il faudra, puisque dans l'acte délégué, il faut aussi penser aux tampeurs évidentes. Donc il faudra rajouter un module de dépose de vignettes anti-effraction si vous n'avez pas des étuis déjà prévus à cet effet. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, de la ligne de conditionnement, mais au niveau informatique, il faut aussi que vous équipiez de logiciels et de bases de données qui vous permettront de générer des codes uniques pour toutes les productions que vous avez à faire, d'historiser ces codes dans vos systèmes et d'être capable d'effectuer en fait les rapports de production et les rapports de code qui sont rattachés à ces productions pour les communiquer donc, aux organismes officiels. Juste pour résumer, en fait, voilà, c'est je dirais, un niveau de performance encore plus élevé que ce que pouvait demander le simple data matrix. Absolument, oui. D'accord. Et donc pour le mettre en place, en fait, par expérience, c'est souvent une équipe pluridisciplinaire qui doit s'occuper de ce projet, puisque ça touche différents départements, ça touche l'informatique, la qualité, la production. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires, mais il faut qu'il y ait un chef de projet quand même qui puisse suivre cela. C'est des investissements qui doivent être considérés en fait de manière globale, puisque si vous avez un site, plusieurs sites, ça impacte tous les sites. Et c'est aussi des solutions à mettre en place qui prennent du temps. Ça ne se met pas en place en une semaine ou en 2 semaines. Oui, on est bien d'accord. Donc là, finalement, le compte à rebours, on est sur 2 années et finalement, on est presque déjà un peu en retard. On peut dire ça. On peut dire ça. Très bien. Alors, on va voir maintenant, par rapport à cette sérialisation, est-ce que cela implique inévitablement un processus d'agrégation et qu'est-ce que cela signifie-t-il concrètement ? Je vais donner la parole à Alain Hulot de OCS pour qu'il nous éclaire un petit peu notre lanterne par rapport à ce sujet. Bonjour à tous. Donc, le processus d'agrégation s'inscrit dans la logique de la sérialisation. Il sert à cumuler la somme des différents codes sérialisés d'un niveau secondaire, par exemple un étui pharmaceutique, sous un nouveau code sérialisé qui regroupe un emballage supérieur avec par exemple des fardeaux, des caisses ou des palettes. À la différence d'autres pays étrangers, donc la directive européenne 2011-62/EU n'impose pas le processus d'agrégation pour le marché européen et donc pour les produits pharmaceutiques. Toutefois, les laboratoires doivent mener, je pense, une réflexion globale et vérifier si le processus d'agrégation s'avère nécessaire pour leur activité, notamment dans le cas de figure où elles sont amenées à exporter vers les pays étrangers. C'est le premier point, puisque cette agrégation est exigée par certains pays donc à l'export. Je pense notamment à la Chine, à l'Inde ou à la Turquie. D'autres pays étrangers qui vont basculer vers l'agrégation prochainement. Je pense par exemple aux USA, à Taïwan ou au Brésil. Tout ça s'inscrit dans une stratégie aussi, je dirais, commerciale et de production pour vos laboratoires, pour pouvoir être prêts, pour pouvoir non pas vendre uniquement sur le marché européen, mais aussi à l'export. Donc, plus globalement, dans un monde changeant, les modifications réglementaires qui s'opèrent actuellement à l'échelle internationale indiquent que les textes et leur évolution imposeront tôt ou tard aux sociétés pharmaceutiques un défi majeur, celui de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation à l'agrégation qui va venir inéluctablement. Elles doivent donc préparer l'avenir et envisager l'agrégation comme un complément logique du processus de sérialisation, la seule manière d'assurer une sérialisation complète à tous les niveaux d'agrégation pour assurer une traçabilité complète de leurs produits tout au long de la chaîne logistique. Pour ce faire, les sociétés pharmaceutiques devront être très attentives aux choix technologiques qu'elles ont à faire. Elles devront s'assurer notamment que leurs fournisseurs en solutions de sérialisation soient capables
de leur garantir une conformité totale aux exigences réglementaires qui vont arriver sur le marché dans le futur. Alors, je vais vous donner quelques exemples, notamment pour ce qui est de l'architecture informatique qui leur sera proposée. Ils doivent être capables d'évoluer vers l'agrégation. Je pense aussi aux machines elles-mêmes qui doivent pouvoir assurer différents niveaux d'agrégation. Je parlais tout à l'heure des fardeaux, des caisses et des palettes, avec des machines qui soient semi-automatiques ou complètement automatiques. Dans ce dernier cas de figure, dans celui des solutions automatiques, celles-ci devront être capables de pouvoir s'intégrer sous la forme de kit OEM, on appelle ça, donc dans les encaisseuses, dans les machines de conditionnement, dans les palettiseurs automatiques, et être capable aussi de s'adapter à toutes les machines du marché. C'est aussi le point technique important aussi à veiller sur voir cette on va dire, compatibilité. Et donc ce type d'intégration requiert une très grande expertise technique des différents processus d'emballage et une grande maîtrise en ingénierie. Donc vous devrez avoir affaire à des fournisseurs qui soient capables de gérer ces intégrations d'un point de vue ingénierie. De même, les sociétés pharmaceutiques devront également envisager la gestion offline des lots sérialisés et donc s'équiper dans le futur de stations de retraitement, donc des lots sérialisés, ce qu'on appelle des regal stations pour les entreposages. Donc, pour résumer, l'agrégation assure un processus de traçabilité complet, transparent et sécurisé tout au long de la chaîne logistique, avec pour résultante une maîtrise totale des flux de distribution. On voit que par exemple, certains domaines comme la cosmétique, certaines sociétés sont en train de regarder aussi maintenant l'agrégation comme une solution pour maîtriser les flux de distribution. Et donc, l'agrégation permettra aussi de protéger votre propre image de marque et bien sûr, au final, la protection du patient consommateur. Donc, si l'agrégation ne figure pas dans la plupart des textes législatifs actuels, et à commencer par texte européen, la logique impose que celle-ci fasse partie des nouvelles exigences pharmaceutiques à plus ou moins long terme. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit que cette sérialisation effectivement implique des problématiques complexes avec différents services concernés, différents points auxquels il faut vraiment veiller. Par rapport à la réglementation européenne sur les médicaments falsifiés, elle implique également, en dehors de la sérialisation, l'obligation de doter chaque boîte de médicaments d'un témoin de première ouverture, ou tamper evident, afin d'alerter le patient visuellement d'une éventuelle ouverture, pré-ouverture du produit. Donc, quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on peut vous proposer pour répondre à cette obligation réglementaire? Je vais donc donner la parole à Frédéric Boissy de Weber pour qu'il nous explique tout ça. Bonjour. Alors, il existe aujourd'hui 3 solutions pour apporter la preuve d'inviolabilité des étuis de médicaments. D'un point de vue général, il s'agit d'appliquer des scellés ou de sceller, d'appliquer des scellés sur les rabats des boîtes de médicaments. On part bien sûr du principe qu'il n'est pas possible de sécuriser au maximum un étui et de le rendre inviolable physiquement, c'est-à-dire qu'on peut évidemment pas empêcher quelqu'un à un moment donné sur la chaîne d'approvisionnement depuis la production jusqu'à la pharmacie d'ouvrir un étui. Donc le but de chacune des techniques utilisées dont on va parler est de détériorer l'emballage en cas de tentative d'ouverture, de façon à laisser une trace visible d'une effraction préalable à l'achat. Alors, les 3 techniques disponibles sur le marché, principalement, sont le collage des étuis pliables. Donc on sécurise par l'utilisation de colle spéciale, colle chaude, colle froide, la fermeture des boîtes, les rabats et voire où les couvercles sont collés. Différents types de colle peuvent être choisis en fonction des étuis qui vont être utilisés. Et la technique d'utilisation de ces colles consiste à déposer des points de colle sur les rabats des étuis. L'autre possibilité que je mets dans la même catégorie, c'est lorsque les rabats sont soudés à l'étui
par l'intermédiaire d'un film ou d'un papier spécial, une sorte de languette, que l'on colle sur les rabats également par thermofusion. Le film en question peut parfois envelopper la totalité de la boîte et dans ce cas aussi, différents types de colle peuvent être utilisés. Donc, la partie où le film enveloppe la totalité de la boîte, il faut imaginer par exemple le paquet de chewing-gum tel qu'on le connaît avec un étui tout autour qui assure qu'il n'a pas été ouvert. Deuxième technique possible, ce sont les étuis dits pré-sécurisés. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'action particulière sur la ligne au moment de la fermeture de l'étui, puisque les systèmes anti-effraction ont été directement intégrés dès leur conception dans le packaging. Et il y a donc aussi un témoin de première ouverture qui permet de sécuriser les étuis en apportant, comme dans la solution précédente, la preuve d'inviolabilité. Donc généralement, ce système de première ouverture, ce sont des découpes qui sont faites à l'avance sur les rabats des boîtes. Et lorsque la boîte est fermée, elle devient forcément solide de par sa conception. Mais si quelqu'un essaie de l'ouvrir, les découpes qui sont là initialement se fondent. Et donc c'est la preuve visible de l'ouverture préalable de la boîte. Et la troisième solution que l'on connaît, c'est la fermeture de l'étui par la dépose d'étiquettes adhésives spéciales. Donc là encore, les étuis sont sécurisés par la fermeture des rabats. Et grâce à la dépose automatique d'étiquettes spéciales sur les deux côtés de la boîte. Donc une étiquette de chaque côté de l'étui qui est posée en angle sur le dessus et sur le rabat. Ce sont des étiquettes avec des adhésifs qui sont bien entendu spéciaux, très très forts, et dont le retrait éventuel après la dépose de l'étiquette va détériorer l'emballage et donc laisser une trace de l'effraction. Quelle que soit la technique qui est choisie par les industriels de la pharmacie pour sécuriser les étuis, il y a de toute façon un contrôle qui est fait sur toutes les lignes dès la fermeture de la boîte afin d'éjecter immédiatement tout emballage qui serait défectueux, c'est-à-dire pas sécurisé à 100%. Donc chacune de ces technologies répond aux critères dits de tamper evident et va offrir aux décideurs de l'industrie pharmaceutique des solutions qui sont fiables bien sûr, mais aussi adaptées à la directive 2011-62 UE. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je crois que tout le monde aura compris. Cette question de la sérialisation était vraiment un problème assez complexe. Et il est clair que pour y répondre de manière pertinente au sein des entreprises, on doit mobiliser différents services, qui soient aussi bien au niveau de la ligne de production, mais également au niveau des services réglementaires, au niveau de, je dirais, plus de l'ingénierie. Donc cette nouvelle étape réglementaire dans la lutte des médicaments falsifiés, avec pour objectif final d'offrir une meilleure sécurité du patient, implique une mobilisation à différents niveaux de l'entreprise, qu'ils soient technologiques, organisationnels et financiers. Quels conseils peut-on donner à ces entreprises d'industrie pharmaceutique, sachant que l'échéance pour la mise en œuvre est fixée début 2019 et que le compte à rebours a déjà commencé? Pour répondre à cette question, je donne la parole à Bernard Jacob de Mettler Toledo. Alors effectivement, le compte à rebours est bien lancé depuis quelques mois. La sérialisation est un chantier majeur de tous les laboratoires pharmaceutiques, quelle que soit leur taille, bien sûr, tout le monde est concerné. Pour aborder au mieux ce sujet, la première étape est de constituer une équipe projet, la plus complète possible et la plus représentative avec tous les services qui sont concernés par ce projet. Donc on peut nommer les services méthodes, projet ingénierie, la production, la qualité, la maintenance, les services techniques bien sûr, les services achats et aussi la direction générale. Ensuite, la deuxième étape, c'est de nommer un chef de projet
qui sera le coordinateur avec le chef de projet du fournisseur retenu, et qui sera bien sûr là pour mettre en place la sérialisation sur le site de production. Une fois constitué, il est impératif de réaliser un état des lieux complet de l'usine pour bien déterminer ses priorités, de savoir par où commencer et se poser peut-être des questions suivantes en sachant quelles sont les lignes concernées par la sérialisation, est-ce que toutes mes lignes sont concernées, sur quel marché je vais bien sûr travailler. Donc on parle aujourd'hui de l'Union européenne, mais il y a d'autres marchés qui vont arriver comme la Russie, comme le Brésil, les États-Unis, donc qui nécessiteront forcément d'avoir de la sérialisation, voire de l'agrégation. Faut-il faire évoluer les lignes existantes? Faut-il investir dans des nouvelles lignes? Se poser en fait ces questions. Et peut-être une dernière, profiter de cette occasion pour contrôler si tous les endroits de mes marquages sont compatibles avec une agrégation future, auquel cas il faudra changer beaucoup de BAT et peut-être le faire dès maintenant et anticiper l'agrégation qui pourra venir plus tard. Ensuite, on a la rédaction de l'URS, qui est un passage indispensable et qui est primordial pour tout projet de cette importance. Prévoir aussi, dès le départ, un projet de déploiement complet jusqu'à la date butoir de toutes ces lignes. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Le choix, évidemment, du fournisseur est important. Bien comprendre, choisir un fournisseur unique ou bien choisir plusieurs fournisseurs, c'est toujours le risque. Regarder un peu son expérience, sa stabilité, sa pérennité, ses accréditations. Au niveau du VTA, c'est par bronze, s'ils sont ISO, s'ils sont gamme 5. Donc, tous ces éléments sont aussi importants dans la mise en place. Regardez aussi la proximité des équipes projet qui vont pouvoir travailler avec vous et mettre en place cette solution. Donc le choix du fournisseur est vraiment primordial, puisque là on parle d'un engagement, d'un partenariat à long terme. On ne travaille pas simplement sur quelques mois, mais sur plusieurs années. Donc il est très très important et ce choix il est crucial. Aujourd'hui, on estime dans le monde à peu près plus de 20 000 lignes de production qui sont susceptibles de recevoir la sérialisation. Donc il va se poser aussi un autre problème, c'est que les fournisseurs de solutions sont très peu nombreux sur le marché mondial. Et il va y avoir très vite une saturation à ce niveau-là. Voilà, donc il ne faut vraiment pas perdre de temps et se lancer tout de suite. Pour finir, sur un projet de sérialisation, la chose aussi très importante, c'est de mettre en place très rapidement une ligne pilote, qui sera en fait le bon test pour les lignes suivantes. Voilà. Donc aujourd'hui, si je peux conclure, si pour le CIP 13 on parlait simplement d'un projet hardware, aujourd'hui on parle d'un projet hardware, software, avec la vision donc, sur ces trois composantes qui sont indissociables dans un projet de sérialisation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, on se rappelle que l'adoption du CIP 13 sous forme de Data Matrix avait fait couler pas mal d'encre, si je puis me permettre, en janvier 2011. Quant au choix du matériel et des encres à utiliser pour obtenir une qualité suffisante, puisqu'on rappelle que ce numéro, enfin ce code Data Matrix, mais aujourd'hui ce nouveau code intégrant le numéro unique, devront être contrôlés et donc relus sur la ligne de production. Alors, est-ce que l'impression de ce numéro unique révolutionne l'approche ou bien les matériels choisis en 2011, ou bien est-ce que les matériels choisis en 2011 peuvent être suffisants? Je donne la parole à Bart van Stinkist de chez Domino. Merci, bonne journée. Oui, l'approche sera différente au niveau d'encre, de toute façon, dans le sens, avec la FND, dans le sens que, comme Madame Vabois vient de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en pharmacie, on va devoir relire les codes en temps réel. Donc ça veut dire que les codes doivent être bien lisibles. Et deuxième chose, dans la législation aussi, la législation ordonne même une certaine qualité du code. Donc on parle d'un grade C au niveau de la dispensation du produit, de l'étui au patient. Donc déjà là aussi, ça change par rapport à l'époque de la CIP 13. Et donc, pour avoir une bonne qualité, en fait, aujourd'hui, les encres, les technologies ont changé aussi. Donc, il y a des encres qui ont été développées, qui ont été validées par des laboratoires indépendants.
qui permettent de vous garantir, par exemple, de dire que ces codes-là, ils ne vont pas souffrir beaucoup de tout ce qui est l'influence de la lumière, par exemple, pour ce qui fait décoloriser bien sûr les encres, et puis après qui va détruire aussi, ou va finir avec un grade moins bon. Et donc là, c'est très important. Et là, par rapport à tout ce qui était l'époque CIP13, c'est en fait l'encre qui semble être un détail ou quelque chose dans l'ensemble des investissements que tous les fabricants sont en train de faire. On parle des investissements très importants quand même. Mais bien sûr, je dirais que l'encre est clé dans cet investissement, parce que à la fin, si on ne peut pas relire les codes en pharmacie, à quoi sert faire des investissements? Donc déjà aussi, si vos codes ne sont plus lisibles en pharmacie, ça veut dire que vous prenez le risque que vos produits vont être considérés comme des produits de contrefaçon ou des produits à la limite qui sont en fait, encore une fois, je veux revenir vers ce que Madame Vavois a dit. En fait, c'est pas légal quoi, de donner des médicaments à un patient sans avoir relu le numéro. Bien sûr, vous allez me dire, si le code n'est pas lisible, on a toujours le numéro qui est imprimé à côté, et le pharmacien, il peut rentrer, à la limite, de façon manuellement le numéro dans le système. Ce qui est vrai, mais après, on sait très bien que les pharmaciens, s'ils ont un certain produit où ils doivent rentrer les codes à chaque fois de façon manuellement, ils vont bien choisir un autre produit la semaine prochaine déjà. Donc là, c'est l'importance du choix de l'encre, à mon avis, qui est beaucoup plus important par rapport au niveau de tout ce qu'on avait à l'époque de la CIP13. Et encore une dernière chose, en fait, c'est pas seulement la relecture en pharmacie, mais c'est aussi un avantage de faire le bon choix du bon encre au niveau de la production, parce que ça va bien évidemment aussi augmenter votre TRS de votre ligne, parce que vous allez déjà avoir moins de produits rejetés, parce que vous avez déjà, avec une encre qui a été développée spécialement pour les codes 2D, vous allez avoir moins de rejets. Donc une efficacité plus haute. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors de même qu'il faut imprimer, il est également obligatoire de contrôler cette impression une fois le marquage effectué sur la ligne de production. Est-ce que c'est plus compliqué de contrôler ce nouveau numéro, enfin ce nouveau code data matrix doté du numéro unique, ou est-ce que finalement les outils de contrôle qui ont déjà été installés sur les lignes en janvier 2011 vont être suffisants? Pour répondre à cette question, je laisse la parole à Philippe Coppel de Civision. Bonjour à tous. Donc déjà, si on fait un petit historique de ce qui existe aujourd'hui, avec le CIP13 et donc le French coding comme on l'appelait, tout le monde ne contrôlait pas. Il y a pas mal de laboratoires qui se contentaient de faire uniquement un prélèvement statistique et qui utilisaient un vérificateur hors ligne pour venir grader le code data matrix. Et le fait d'avoir un code, tous les N codes qui étaient lisibles et qui avaient un grade suffisant, leur paraissait correct pour garantir que tous les codes étaient lisibles. Et on sait également qu'aujourd'hui en officine, les pharmaciens jusque-là ne relisaient pas 100% des codes de façon automatique. Il y avait jusqu'à très peu de temps le moyen de relire la vignette ou de faire une saisie effectivement manuelle comme expliquait Bart. Et donc il y a certains laboratoires qui aujourd'hui ne faisaient pas cette lecture. La première chose déjà avec la mise en œuvre de l'acte délégué, c'est qu'on devra impérativement contrôler 100% des boîtes qui vont sortir, puisqu'effectivement si le code n'est pas lisible, on aura un problème de produit qui ne pourra pas être mis sur le marché, et donc une déviation à gérer. Et on va rentrer dans des process de gestion de réclamation qui vont être très lourds. Donc la première chose, c'est qu'il faudra effectivement contrôler 100% des boîtes. Il faut effectivement un système de vision qui soit robuste pour être capable de venir décoder ce code data matrix qui va contenir le numéro de série,
Également un système capable de faire de la reconnaissance de caractère pour venir lire le numéro de série qui est imprimé en clair et le challenger, donc le comparer avec le numéro qui est dans le data matrix et pouvoir garantir que le numéro en clair et le numéro encodé dans le code sont le même. Et il paraît également très important de faire la vérification des mentions fixes, donc le numéro de lot, la date de péremption et le code CIP ou le GTIN suivant le pays qui va être destiné, pour garantir qu'effectivement l'ensemble des informations qui sont reportées sur le code et les mentions variables sont tout à fait lisibles par le système et derrière qu'il n'y aura pas de risque au niveau de l'officine. On peut également recommander d'avoir un système qui soit suffisamment rapide pour faire une émulation de la norme ISO 15415 et donc garantir que le grade du code est correct. Donc ça ne sera pas fait avec les mêmes on va dire précisions que ce que fait un vérificateur hors ligne. Un système qui fera de la vérification à 100% en ligne ne fera qu'approcher la norme. Par contre, ce sera un contrôle qui sera fait sur 100% de vos boîtes et ce sera donc un excellent moyen d'aller voir des débuts de dérive d'impression. Donc quand on verra que le grade du code commence à baisser sur le système de contrôle à 100%, c'est une bonne alerte pour voir qu'effectivement il faut intervenir sur le moyen d'impression, donc soit par le biais d'un réglage, soit peut-être par le biais d'un nettoyage ou d'un changement de la cartouche. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a vu tous ces différents aspects, que ce soit l'impression, le contrôle de cette impression. Maintenant, on va se demander, est-ce que la partie base de données et intelligence du système est importante pour la mise en œuvre de cette sérialisation? Et là, je redonne la parole à Eric Penn de chez Atlantic Site. Je dirais même plus que c'est crucial. En fait, il ne faut vraiment pas considérer la partie informatique comme une partie subalterne du projet et focaliser sur les équipements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le système d'information va devoir générer les codes, les envoyer sur ligne en temps réel, les remonter de la ligne pour les stocker et gérer ces codes, être capable de les historiser, être capable d'éditer les rapports pour les envoyer aux autorités. Donc c'est vraiment très très important parce que ça peut avoir un impact très lourd sur votre production si vous n'avez pas le bon système, dans le sens où si vous n'avez pas la connexion, si vous n'avez pas les données en temps réel, etc., ça peut carrément arrêter votre ligne de production. C'est encore plus nécessaire d'y porter attention pour la partie agrégation parce qu'à ce moment-là, le logiciel va être connecté aussi bien au module d'impression, de vérification, mais aussi au niveau des encaisseuses, au niveau de la palettisation et jusqu'au niveau logistique éventuellement. Donc il faut vraiment considérer la partie système d'information dès le début, très sérieusement et dimensionner cette solution de manière à ce qu'elle puisse répondre à toutes les exigences qui sont nécessaires aujourd'hui et qui peuvent être nécessaires demain. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nos différents intervenants pourraient répondre? Bon, très bien. Bon, écoutez, on vous remercie de votre attention et on espère que cette conférence vous aura permis d'éclairer un petit peu sur ce sujet de la sérialisation. Merci beaucoup.